Bienvenue à tout le monde. On vous accueille pour notre réunion pays. C'est la plateforme Elsa qui organise ces réunions pays régulièrement. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas organisé une autre et voici le titre de celle d'aujourd'hui: Sahel, géopolitique, sécurité, adaptation des associations de lutte contre le VIH/SIDA. Je suis Mélanie Brisa, je ne suis pas Laila Lost. Je suis chargée de communication à la plateforme, Elsa, et Laila, la coordinatrice qui devait faire cette introduction, vient de disparaître sous prétexte d'alarme incendie. Je vais accueillir juste après moi, pour faire un point sur la situation des pays au Sahel, Anthony Bélanger, qui est journaliste à France Inter. Ensuite, nous laisserons la parole à Bintou Dembélé du Mali, qui est la directrice d'Arcade Santé Plus. Puis à Aminata Diallo au Burkina Faso, c'est la présidente de l'association Maya. Ensuite, à Jonathan Fontenelle, qui est responsable du service sûreté et sécurité à Médecins du Monde, qui nous parlera de c'est quoi être acteur, être actrice des soins de santé reproductive au Sahel, par exemple au Burkina Faso. Et on terminera par Pierre Salignan, pour un point de vue un peu plus institutionnel, qui nous parlera du point de vue de l'Agence française de développement, parce qu'il est responsable de la division du partenariat avec les organisations de la société civile. Voilà, Anthony, je te laisse la parole. Tu as 5 minutes, avec un petit peu de tolérance, mais 5. Voilà. Bon, d'abord, je voulais vous remercier de m'avoir invité à ces réunions. C'est un sujet qui me passionne aussi là depuis longtemps, je sais en Afrique en particulier. Vous savez qu'à France Inter, je m'occupe un peu de géopolitique. Et donc, j'ai un petit peu travaillé sur le Sahel pour vous faire un contexte général. Donc, vous remercier de me laisser quelques minutes pour évoquer une. Je vous préviens, je vais lire, même si je vais de temps en temps regarder ce qui se passe. Je vais lire, c'est ce que je fais au quotidien, en fait, à la radio. Et je vais lire un texte que j'ai écrit et qui, j'espère, ne durera pas plus de 5 minutes. Donc, évoquer une région qui, moi, m'est chère et surtout dont on néglige depuis trop longtemps, à mon avis, l'importance historique, géopolitique et à terme économique et populaire. Cette région qu'on appelle communément le Sahel ou la bande sahélienne, même si ce terme est à mon avis bien trop général et d'ailleurs trop imprécis, pour autant de pays, de cultures, d'histoires qui sont évidemment intriquées. On va peut-être d'abord faire un sort définitif à une idée reçue, salement exprimée, je dis bien salement exprimé par un ex-président français lors d'un voyage officiel en Afrique de l'Ouest, c'était en octobre 2007, vous vous en souvenez, et qui, en prenant absolument le contre-pied absolu, non seulement l'homme africain est parfaitement entré dans l'histoire, mais c'est parce qu'il est entré dans l'histoire que le Moyen-Orient, puis l'Europe, sont entrés dans la leur, et le Sahel, c'est même le cœur battant, à mon avis, et de l'avis de beaucoup d'historiens d'ailleurs, de cette histoire avec un grand H. Alors, qu'est-ce que le Sahel? Lorsqu'on ouvre une carte, le Sahel, c'est une large bande de territoire. C'est que je suis un peu géopoliticien et que les géopoliticiens commencent toujours par ouvrir une carte. Donc, c'est une large bande de territoire qui traverse l'Afrique d'est en ouest. Dans ce sens-là, j'y tiens, c'est-à-dire du Soudan à la Mauritanie, et qui marque la limite entre un autre cliché, mais passons, entre Afrique noire et Sahara. Donc à première vue, le Sahel, c'est une barrière de 3 à 5 millions de kilomètres carrés, avant une autre barrière de près de 9 millions de kilomètres carrés cette fois, c'est-à-dire le Sahara. Or le Sahel, en fait, n'a jamais été une barrière, mais au contraire, est un immense lieu de passage pour les hommes, les marchandises et les idées. Je ne vais pas vous faire une leçon d'histoire sur la richesse et la grandeur des royaumes et des empires qui sont succédés dans cette région du monde. Je voulais juste vous rappeler deux histoires. Lorsqu'au XIVe siècle, les Européens dessinent pour la première fois une de leurs toutes premières cartes du monde, l'Atlas catalan, qui date de 1375, eh bien, ils prennent soin de représenter l'empereur du Mali, parmi très peu d'autres personnages. Le légendaire Mansa Moussa, tant sa puissance de l'époque et surtout son importance était légendaire. C'est le même Mansa Moussa qui, en se rendant à la Mecque, éblouit littéralement les Égyptiens par sa richesse et provoque, et c'est la deuxième histoire, une chute du prix de l'or, tout simplement parce que, en voyageant, il en emporte avec lui tellement qu'il inonde le marché. Est-ce que j'ai besoin aussi de rappeler que Tombouctou a fasciné des siècles durant les Européens par sa richesse ou par ce qu'on racontait de sa richesse, et puis le monde arabe par la qualité de ses oulémas et de ses intellectuels, comme on dirait aujourd'hui, ce n'est pas un mot de l'époque, c'est un anachronisme. Alors deux simples exemples pour redonner sa place à une région qui a longtemps été riche de son commerce transaérien,
de ces caravanes de sel et d'or, et qui alimentaient le bassin méditerranéen et les légendes d'opulence et de raffinement. Ça, c'est peut-être pour replacer le contexte historique. Peut-être qu'on va laisser l'histoire ancienne, d'ailleurs pas si ancienne, pour revenir au présent. Le Sahel aujourd'hui, c'est avant tout une politique qui nous a sauté au visage au tournant des printemps arabes en 2011 et de la dégradation sécuritaire qui s'en est suivie. D'abord, il faut comprendre que c'est une région qui reste ouverte à presque toutes les puissances extérieures ambitieuses. Et ce, pour une raison très simple, très facile à calculer. Faire la différence au Sahel, c'est à la portée de puissances très moyennes. L'ensemble des économies de la région, on va dire le G5 Sahel, tel qu'on le voit aujourd'hui, ce sont 60 milliards de dollars de PIB, c'est-à-dire 46 fois moins que la France, 27 fois moins que la Russie, 3 fois moins que l'Algérie et 225 fois moins que la Chine. Autrement dit, jouer les puissances dans cette région du monde, c'est à la portée de presque tout le monde, France y compris. Par contre, les enjeux, ils sont énormes. La sécurité pétrolière et gazière de l'Europe, qui est concentrée dans les pays d'Afrique du Nord, eh bien, dépend en grande partie de la maîtrise sécuritaire de cette arrière-cour sahélienne. La sécurité humaine aussi, parce que le sud de la Méditerranée, c'est une frontière que l'Europe tient absolument à contrôler. Et puis, il y a aussi des enjeux de prestige, et on le voit bien dans la façon dont la France, par exemple, mais aussi d'autres pays, je pense à la Russie, je pense à la Chine, déploient des efforts constants, permanents, à tenter d'organiser, ou du moins de faire partie de l'organisation de cette sous-région en s'y réservant un rôle de puissance de référence. L'idée de la France, qui va se développer à partir de 2014 sous François Hollande, a donc été de créer une sorte d'OTAN, on appelle ça le G5 Sahel, entre 5 pays de la région, Mali, Mauritanie, Tchad, Niger et Burkina Faso, avec Paris plutôt que Washington comme référent militaire. Donc un OTAN avec Paris plutôt que Washington comme référent militaire et 5000 militaires déployés pour démontrer son implication. Et comme il fallait en plus parler argent, eh bien, la France a ajouté une dimension européenne à l'affaire. En clair, les Français tirent et les Européens paient. Et le plus étonnant, c'est que comme l'OTAN en Afghanistan, la France a voulu elle aussi sa guerre contre le terrorisme, alors même que les États-Unis sont en train de réévaluer la leur, ou plutôt de retirer l'ensemble de leurs moyens au plus vite parce que cette guerre en Afghanistan contre les talibans s'est avérée vaine. On peut parier qu'il en sera de même pour la France dans quelques années. Ça, c'est pour faire un tout petit peu de prospective. La seule différence, c'est que la France ne joue pas vraiment sa propre sécurité au Sahel. Elle y joue son influence à venir, et uniquement cela. Et que le moyen le plus simple, depuis toujours, pour les Français, d'en apporter la démonstration, a toujours été de déployer des soldats. On va peut-être revenir sur la deuxième puissance dont on se parle beaucoup en ce moment dans cette région du Sahel, c'est la Russie. Elle aussi, elle entend reprendre une place qu'elle a perdue au lendemain de la désintégration de l'Union soviétique. On la retrouve en Centrafrique, on la retrouve au Mali, où elle a entraîné quelques-uns des militaires qui ont fomenté le coup d'État du 18 août dernier, au point qu'au moins 2 d'entre eux étaient à peine rentrés de Moscou, qui sont passés directement aux choses sérieuses, c'est-à-dire renverser le président Ibeka. Bref, la Russie se veut disruptive dans la région quand la France se veut pas constructive, mais elle se veut permanente. L'Algérie, elle aussi, est présente, qui déteste voir la France installée depuis trop longtemps à ses frontières et souhaite simplement, comme toujours, elle l'a toujours fait depuis 40 ans, diviser ses voisins pour mieux les contrôler. C'est sa politique habituelle. Et puis, il reste un éléphant dans ce magasin de porcelaine sahélien, c'est l'Arabie saoudite. Le Sahel est majoritairement musulman, on le sait, et les pétrodollars saoudiens travaillent la région depuis maintenant 30 ans. Bourse d'études religieuses, construction de mosquées, de centres culturels. L'Arabie saoudite, et d'une façon générale, d'ailleurs, les monarchies du Golfe en syntonie, ont un agenda à court terme, unifié sous leur bannière rigoriste le monde sunnite, pour à terme relever pour elle-même le titre califal, et elle a un but, rallier les jeunesses de ces pays fragilisés ou fragiles. Et puis il y a enfin un dernier point que je voulais aborder avec vous, qui est très important, c'est celui de la population. Il faut savoir qu'entre 1950 et 2050, la population du Sahel aura été multipliée par 12 ou 13. Aujourd'hui, sur les 85 millions d'habitants de cette fameuse bande sahélienne dont je parlais tout à l'heure, la moitié a moins de 16 ans et les 3/4 moins de 30 ans. Ça paraît un peu effrayant comme ça, mais je fais plutôt partie de ceux qui pensent le contraire, de ceux qui pensent qu'une population jeune et nombreuse n'est jamais un problème, mais toujours une solution.
Rien de ce qui est enquisté, ni des vieilles structures agricoles, clientélistes, voire même classistes dans la région, ne résistera bien longtemps à une telle pression, une pression donc démographique. C'est presque un axiome dans l'histoire des hommes. Les peuples ne font la révolution, ne renversent la table que lorsqu'ils sont jeunes et qu'ils effraient leurs aînés qui résistent. Et je peux déjà vous dire que ce qui attend pour le meilleur le Sahel de demain, tous nos savants calculs seront d'évidence balayés par tant de jeunesse, et c'est tant mieux. Je ne méconnais pas les difficultés des jeunes, les difficultés à venir, notamment économiques. Cette région est indéniablement pauvre, moins de 1 000 $ de PIB par habitant et par an, et la pression sur les terres, dans les villes, qui ne cesse de grossir, et les ressources sera immense et durera des années. Merci Anthony, je vais vous demander de conclure. Et je vais en profiter pour demander à la personne qui partage son écran de couper le partage, s'il vous plaît. Mais je voulais juste conclure en disant qu'il faut garder son sang-froid devant cette pression sur les terres, dans les villes, etc. Il faut garder son sang-froid et tenter autre chose, surtout s'agissant du Sahel et de l'Afrique, que de regarder l'histoire passer assis au bord de la rivière. Voilà mon petit tour d'horizon de géopolitique de l'Afrique. Merci beaucoup Anthony. Du coup, j'en profite pour me présenter. Je suis Annabelle Pringot. Je suis membre du CE de la plateforme ELSA et je suis en charge aujourd'hui de modérer cette réunion. Donc, si vous avez notamment des questions pour les prochains intervenants, parce que malheureusement, Anthony a été un petit peu bavard, donc on va enchaîner sur la personne suivante, mais on pourra peut-être revenir à des questions si vous en avez à la fin, si on a un petit peu de temps pour Anthony. Sur les prochains intervenants, si vous avez des questions, posez-les par écrit et je me chargerai de transmettre vos questions, en l'occurrence à Bintou Dembélé, à qui je vais passer la parole. Donc Bintou, qui est donc directrice de Arcade Santé Plus au Mali et qui va nous faire un retour sur comment cette association malienne s'adapte au contexte sahélien actuel pour mettre en œuvre ses activités. Merci Bintou, je te laisse la parole. Merci Annabelle. J'avais demandé est-ce que c'est possible pour vous de faire un partage d'écran pour moi? Oui, alors je crois que Mélanie est sur le coup. Oui, tout à fait, j'arrive. Voilà, donc je suis Bintou Dembélé, je suis la directrice. Il faudrait que tu coupes la caméra de l'ONG. voilà. Ouais. D'accord. Sinon, on ne t'entend pas bien. Vas-y, tu peux prendre la parole. Là, on t'entend, je pense. Voilà, Bintou Dembélé, je suis la directrice de l'ONG Arcade Santé Plus. Arcade Santé Plus, association créée en 1996, association membre fondateur de Coalition Plus. Ça y est, vous m'entendez? Arcade, l'objectif de l'Arcade SIDA, c'est créer des sites de traitement pour les patients. Aujourd'hui, nous avons des sites de traitement sur tout le Mali. Nous couvrons presque tout le territoire malien, avec une file active de 29 000 patients suivis, dont dans la région du Nord, à Gao et à Mopti. En mars 2012, il y a eu une crise sécuritaire, une crise politique au Mali. Il y a eu un renversement du régime du président ATT par l'agence militaire et malheureusement, cela a eu des conséquences sur notre façon de faire le traitement. Parce que je me rappelle, en mars 2012, le site de Gao a été presque attaqué par des groupes armés et malheureusement, la voiture de ce site-là a été enlevée par ces groupes armés. L'équipe a dit momentanément arrêter ses interventions. Et justement, cette problématique est demeurée de façon récurrente. Les régions de Gao et les régions de Mopti et toutes les régions du Nord sont sujets à des insurrections avec les groupes armés qui sont très actifs dans ces zones-là. Malgré l'avènement du régime démocratique de IBK en 2013, malheureusement, cette crise sécuritaire et politique a continué. Malgré l'accord d'Alger qui a été signé justement avec les groupes armés, là, je pense qu'Anthony disait un peu la même chose, la crise n'a vraiment pas été arrêtée, sécuritaire et politique. Ça n'a pas été vraiment arrêté. La preuve, notre pays a fait l'objet d'un autre coup d'État il n'y a pas longtemps. Et justement, nous sommes dans une période de transition.
Donc, tout cela a bien sûr eu des conséquences sur notre façon de faire. Vous voyez déjà à carte du Mali, nous sommes au niveau de 2 endroits. La région de Gao, il y a 318 patients, personnes vivant avec le VIH-Sida, suivis par nos médecins. La région de Mopti, où il y a 534 personnes vivant avec le VIH-Sida suivies. Donc, comment nos interventions se sont adaptées à ces contextes particuliers? Nous avons fait en sorte de développer des interventions communautaires. Ces interventions communautaires, ça veut dire que nous avons formé les acteurs communautaires, les pères éducateurs, les conseillers psychosociaux, pour qu'ils puissent vraiment amener les soins là où les patients sont. Et nous avons pu influencer, intervenir selon les 3,90. Slide. Pour le premier 90, nous avons fait un slide, s'il vous plaît. Vous m'attendez? Est-ce que vous pouvez? Voilà. Le premier 90, c'est le dépistage. Nous avons formé les agents de terrain pour qu'ils puissent réaliser le dépistage communautaire lors des lieux de regroupement des patients dans les domiciles et avec les populations clés, c'était vraiment des endroits comme les bars, restaurants ou les maisons closes. Si nécessaire, nous facilitons la distribution des tests pour qu'ils puissent l'amener à des partenaires sexuels ou à quelqu'un de la famille concernée. Nous faisons la référence accompagnée, c'est-à-dire que le dépistage se termine par une référence accompagnée. Le traitement antirétroviral, nous avons aussi, grâce à la délégation des tâches, formé les agents communautaires pour qu'ils puissent amener les traitements jusqu'au domicile des patients. C'est ce que nous appelons la dispensation à base communautaire. Et enfin, la quantification de la charge virale avec la technique d'IBS. Une goutte de sang séchée est collectée sur un papier buvard et acheminée. Donc, nous avons contribué de façon très stratégique à toute cette prestation, enfin, en faisant en sorte que le premier 90, le deuxième 90, nous puissions continuer avec le VIH-Sida. Je vous remercie. Merci beaucoup, Bintou. Du coup, je ne crois pas avoir vu de questions pour l'instant. Du coup, moi, je vais peut-être te poser une question que j'ai à mon niveau. Comment ça s'est passé justement ce déploiement de tous ces agents communautaires, la formation? Est-ce que c'est quelque chose qui s'est fait vraiment en collaboration avec le ministère de la Santé ou c'est une initiative au niveau d'Arcade? Comment vous avez organisé ça et est-ce qu'aujourd'hui, voilà, tu peux nous préciser un peu le lien avec le ministère sur ces agents qui du coup sont essentiels pour maintenir les soins dans ces zones reculées? Le ministère de la Santé a procédé à l'élaboration des documents normatifs sur le dépistage communautaire, sur la délégation des tâches. Et ce sont ces documents normatifs qui nous autorisent justement à faire des formations et à déployer ces agents-là sur le terrain. Donc, c'est bien sûr avec la bénédiction du ministère de la Santé. Voilà. C'est une stratégie du ministère de la Santé. D'accord. Merci beaucoup, Bintou. Est-ce que si quelqu'un a une question, il peut l'indiquer ou sinon on va passer la parole à à l'intervenant suivant. En l'occurrence, j'attends juste de voir s'il y a une question qui sort, mais je n'ai pas l'impression. Du coup, merci beaucoup, Bintou, pour tes précisions. Ah, voilà, j'ai une question. Concernant le suivi de la charge virale, est-ce que tu peux expliquer comment se passe la remise des résultats une fois que la charge virale a été faite et donc que les DBS ont été analysés? S'il te plaît, c'est une question de Serrawit de Silaction. Une fois que la charge virale, qu'on a le résultat est remis à l'agent communautaire qui l'amène au patient. Mais avant que l'agent communautaire l'amène au patient, c'est déjà dans le circuit au niveau du site. C'est-à-dire que le papier buvard est amené au laboratoire. Le laboratoire fait la technique, donne le résultat au médecin soignant. C'est le médecin qui inscrit les résultats dans le dossier du patient et ensuite c'est remis au cadre. Maintenant, en cas de besoin, l'agent
communautaire demande aux patients de revenir sur le site. C'est lui qui fait l'interface. C'est comme ça que ça se passe. Si jamais il y a un problème, on lui demande de venir. Mais je peux vous assurer que les patients suivis par notre soin ont tous des petits carnets. Ils savent ce que c'est qu'avoir une charge virale indétectable ou pas. Donc, ils savent que si ça ne va pas, ils savent déjà. Donc, voilà. Que merci beaucoup. Et du coup, on a une deuxième question pour toi, Bintou, de la part d'Anthony, qui nous dit, on dit beaucoup que l'Afrique est mieux préparée au Covid-19 que d'autres régions du monde. Qu'en penses-tu? Bon, moi je pense qu'aujourd'hui, on a fait, nous, des exploits par rapport au Covid. Je ne sais pas pourquoi on a beaucoup moins de Covid que dans les pays du Nord. Je ne peux pas l'expliquer, mais ce qui est sûr, on n'en a pas suffisamment. Et on va beaucoup moins de précautions que vous. Est-ce que c'est parce que nous sommes tous contaminés sans le savoir? Est-ce on n'a pas les moyens de faire des diagnostics élargis pour toute la population? Parce que ça aussi, c'est peut-être des hypothèses à ne pas négliger. En tout cas, le constat que nous avons, c'est que nous sommes peut-être dans un climat qui nous protège un tout petit peu, mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, on a beaucoup moins de Covid que dans les pays du Nord. Comment ça s'explique? Je ne sais pas trop. Très bien, merci beaucoup Bintou. Et du coup, je vais poser une dernière question. Je m'excuse pour ceux qui auront posé d'autres questions, mais malheureusement, le temps est un petit peu compté si on veut réussir à laisser le temps à chacun de s'exprimer. Donc, j'ai une question de René du JAD qui nous demande comment se fait la dispensation communautaire mobile. La dispensation communautaire mobile se fait très facilement par l'agent communautaire formé. Et comment ça se fait? Imaginez qu'aujourd'hui, dans le cadre du Covid, ce que nous faisons très facilement, c'est que les patients qui sont suivis sur les sites, c'est un pharmacien qui a leur dossier, qui sait quand est-ce que le patient doit venir, qui sait quel est le traitement, le schéma thérapeutique du patient. Et c'est avec le médecin, l'agent communautaire et le pharmacien que nous faisons une réunion préparatoire. Au cours de cette réunion préparatoire, nous avons la liste des patients stables, donc les patients ayant une charge virale indétectable, des patients bien observants, les patients qui viennent régulièrement prendre leur traitement. Et c'est à ces patients-là, on fait la liste de ces patients-là, donc ce n'est pas des patients à risque, c'est des patients bien stables, à qui on demande la possibilité d'amener leur traitement à domicile, vu le contexte sécuritaire, vu aussi le contexte du Covid. Avec le consentement du client, du patient, on donne rendez-vous et très facilement, l'agent communautaire avec un sac à dos, une liste des patients, leur contact, leur numéro de téléphone, leur adresse, il se déplace, il peut faire 20 dispensations, 20 à 25 dispensations par jour en moto. On lui paye juste des frais de carburant, des frais de téléphone et des per diem par jour. Donc, il amène les médicaments, il lui remplit le support et vient remettre le support au pharmacien, au médecin site. Il amène une dotation moyenne de 3 mois. D'accord. Merci beaucoup, Bintou. Merci pour ces précisions et merci pour ton intervention. Et je vais maintenant passer la parole à Aminata Diallo, qui est présidente de l'association Maya au Burkina et qui va elle aussi nous partager son expérience en tant que présidente d'association œuvrant dans une zone du Burkina confrontée à pas mal de problèmes sécuritaires malheureusement. Aminata, tu es là? Tu as ton micro de coupé, Aminata. Ah. Je ne sais pas. Alors, je pense que Aminata... Ah oui, ça y est, on t'entend, Aminata. Je te laisse la parole. D'accord, ok. Donc, contrairement à Arcade, Maya n'est pas une association de prise en charge des PVVIH. Voilà, donc c'est une association qui a été créée en 1998 et qui travaille dans 4 principaux domaines: la promotion de l'éducation de la jeune fille, la santé sexuelle et reproductive, la formation professionnelle des filles, surtout celles qui sont exclues du système scolaire,
ou des jeunes filles non scolarisées, la promotion des activités génératrices de revenus des femmes. Mais sa principale activité est la santé sexuelle et reproductive. Elle a su pérenniser cette action, entreprise depuis 2003, grâce à son partenariat avec le Mouvement français pour le planning familial. Nous intervenons surtout dans la région des Hauts-Bassins et nous sommes membres de plusieurs réseaux nationaux et internationaux, comme le SPON, la CONAMEV, Renassage, le réseau Santé Sexualité des Hauts-Bassins. Et nous sommes membres aussi d'un autre réseau qui lutte contre les mariages d'enfants, qui s'appelle FIPA Épouse. Notre stratégie est l'implication de tous nos domaines d'activité. Il y a un peu de tout dans chaque domaine, en l'occurrence la santé sexuelle et reproductive, la question du genre, le respect des droits humains et des diversités et la lutte contre la pauvreté. En ce qui concerne la situation sécuritaire que vit notre pays depuis un certain temps, on peut dire qu'elle a créé un climat de psychose au niveau de nos populations. Et cette situation a entraîné la fermeture des frontières terrestres. Voilà, donc depuis un moment, cette fermeture-là des frontières entre le Burkina et le Mali est effective, et ce qui a développé toutes sortes de trafics et toutes sortes de déplacements humains incontrôlés. Voilà, donc dans la région de Koloko, par exemple, qui est une ville frontalière de Sikasso, on constate des déplacements importants de population, et ces déplacements-là font que les gens ont peur parce qu'ils ne savent pas, comme ils le disent eux-mêmes, qui est qui, et donc cela crée de la méfiance. Et pour nous, cela a entravé la progression dans la mise en œuvre de nos activités, ce qui a eu un impact négatif sur nos communautés bénéficiaires du fait de la déperdition des acquis. Je veux parler ici de la scolarisation des filles, de la formation professionnelle, de l'accès aux méthodes de planification familiale, des soins SR, de l'exercice d'activités génératrices de revenus des jeunes filles et des femmes mariées. Autre difficulté, c'est l'impossibilité de se rassembler. Donc, le rassemblement de groupes est difficile, mais ce qui nous a amené à faire des activités de porte en porte, mais qui nécessitent beaucoup plus de temps et de ressources humaines, ainsi que des moyens matériels et financiers. On peut dire que la situation sécuritaire est revenue aggraver les mariages d'enfants, les rapts, la déscolarisation générale, les violences basées sur le genre, et cela a exposé nos bénéficiaires aux IST, VIH, SIDA. On peut parler à ce niveau des cas de viol, de la recrudescence des grossesses précoces et non désirées, ainsi que des conditions d'hygiène et d'assainissement qui se précarisent. Les résultats scolaires des élèves aussi ont connu une baisse importante et les enseignants sont dans la hantise sécuritaire. Et tout cela a engendré aussi une augmentation de la pauvreté parce que le circuit de distribution des produits a été bouleversé par la crainte des attaques. L'insécurité, en tout cas, n'a pas de visage fixe. On sait que souvent la délinquance s'y mêle aussi. On peut aussi dire que beaucoup de nos bénéficiaires sont devenus des perdus de vue parce que ces bénéficiaires se sont déplacés vers des zones plus sûres. Tout cela a entraîné des difficultés au niveau du suivi des femmes pour leurs activités génératrices de revenus, parce que toutes ces femmes bénéficiaient d'une formation en gestion des AGR et de renforcement de capacités. Donc, l'impact a eu vraiment l'insécurité a eu vraiment un impact très négatif dans nos villages et tout le monde est touché par la peur et les activités prennent un grand coup. On peut citer aussi parmi ces difficultés le nombre élevé de grossesses rapportées, dont certaines font suite à des viols et quelques-uns à des mariages d'enfants.
Au niveau de notre structure et de son personnel, nous ne pouvons plus nous déplacer dans les villages, surtout ceux qui sont touchés par la situation sécuritaire. Et ça, c'est vraiment très dommageable pour nos activités. Voilà, ce que nous avons donc prévu pour nous adapter à cette situation, c'est la mise en place des relais communautaires. Ces relais sont formés au centre Maya et peuvent ainsi poursuivre les actions de sensibilisation dans leur village. Bon, nous savons que ce suivi est délicat parce qu'il n'y a pas de personnes capables de faire de bons retours. Si nous sommes dans des zones où la majorité des populations est analphabète, cela donc crée un problème à ce niveau. Beaucoup de nos activités ont été converties aussi en émissions radio, où la sensibilisation se fait par la voix des ondes. La difficulté que nous rencontrons à ce niveau aussi, c'est qu'il n'y a pas de certitude de la présence de l'auditoire et la partie interaction est vraiment réduite. Donc, nous avons créé des espaces sûrs pour les jeunes filles autour d'un animateur villageois. Donc, l'animateur villageois est formé au centre Maya et il peut faire des groupes de parole avec les jeunes dans son village. C'est en quelque sorte comme un père éducateur. Donc, au niveau des jeunes filles, nous avons créé aussi des clubs, hein, et tout cela dans le but de poursuivre les actions que nous ne pouvons pas mener à cause de l'insécurité. On peut dire que tout cela, la peur sécuritaire a fait que les gens ne savent plus à qui faire confiance et du coup, cela limite notre ouverture, cela limite l'ouverture des bénéficiaires pour exposer leurs problèmes de SR. Parce que nous avons des bureaux d'écoute et les jeunes filles venaient ou les femmes au niveau de ces bureaux d'écoute pour exposer leurs problèmes. Merci voilà Aminata. Ce que l'association Maya. Merci beaucoup. Et du coup, donc je vais te lire les questions qu'on a pour toi. Donc la première question, c'est de savoir, elle est où la question? Est-ce que vous rencontrez des problèmes en termes d'approvisionnement au niveau des médicaments? Si tu peux préciser un petit peu comment ça se passe à ce niveau-là. Et j'y joins une autre question également sur la prise en charge. C'est sur la question du déploiement de l'autodépistage VIH. Est-ce que aujourd'hui, c'est une opportunité dans cette région? Et de manière plus générale, est-ce que l'auto-soin, c'est quelque chose qui peut être envisagé ou qui est envisagé dans la région? Bon, moi, j'ai parlé de ce que je sais et c'est pour cela que j'ai précisé dès le départ que nous ne sommes pas une association de prise en charge, mais nous sommes une association qui fait depuis longtemps de la sensibilisation sur les thématiques comme le VIH-Sida et tout ce qui a trait à la SR. Et donc, ce que nous faisons, c'est que nous orientons les personnes vers les associations de prise en charge au niveau de Bobo, comme Rêve Plus et puis d'autres associations. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à tout. Oui, tu réponds. Et je vais compléter avec une question qui a été posée par Anthony pour que tu précises dans quelle région. Attends, je lis exactement la question qui est: quelle région du Burkina est-elle particulièrement concernée par cette insécurité? Est-ce qu'on parle de la région des 3 frontières? Est-ce que c'est bien de cette région dont on parle? Peut-être pour confirmer à tout le monde. C'est bien la région du nord du Burkina, de l'est aussi du Burkina. Et puis bon, il y a quelques actions aussi sporadiques dans certaines régions. Moi, je parle surtout de la région de Koloko, qui est frontière avec une ville du Mali qui s'appelle Sikasso. Ok, je te remercie Aminata. Et je vais poser une dernière question qui est face aux enjeux liés au mouvement de population,
notamment pour les populations clés ou par exemple les TS. Comment accompagner la mise en place de plus de dynamiques de collaboration transfrontalière, pardon. Est-ce que c'est des choses que vous réfléchissez? C'est une question qui est posée par Clémence Doumenc et Dara. Je ne sais pas de quelle association. Si tu peux préciser un peu si sur les questions de transfrontalier, vous avez des réflexions et si vous essayez de déployer des activités des deux côtés de la frontière ou pas. Oui, nous avons pris contact avec AKS, Association Kénédougou Solidarité. Voilà, mais avec la fermeture des frontières, cette action n'a pas été possible. En fait, on n'a pas pu se voir pour concrétiser notre projet à ce niveau. Ok, merci beaucoup Aminata pour toutes ces informations très précises. Et je vais maintenant passer la parole à Jonathan Fontenelle, qui est responsable du service Sûreté Sécurité de Médecins du Monde et qui va nous parler notamment de l'expérience de la mise en place de projets de santé sexuelle et reproductive au Sahel, en particulier au Burkina. Comment MDM travaille dans le contexte sahélien au Burkina. Je te laisse la parole, Jonathan. Merci, vous m'entendez? Ouais. On t'entend très bien. Parfait, je mets juste la caméra pour vous dire coucou. Vous me voyez, je vais la retirer parce que ça peut faire des problématiques au niveau de la connexion. Enchanté de faire votre connaissance. Alors, donc oui, pour parler de Médecins du Monde France, donc je suis responsable du service Sûreté Sécurité. Médecins du Monde France, donc en gros, les grosses parties de nos actions, on travaille sur les crises et les urgences, tout ce qui est soins de santé reproductive également, réduction des risques, les activités auprès des migrants et des déplacés, et santé et environnement. Pour l'historique, avec le Sahel, donc il y a plusieurs pays, on a travaillé depuis un petit moment. On est 16 délégations, Réseau Médecins du Monde. On a les collègues belgiques qui sont toujours au Mali, au Niger. Nous, depuis le Burkina, on y est depuis 2010 avec le Soum, Djibou, depuis de ce que je me rappelle. Et on a arrêté, en fait, en tout cas, les activités sur le Nord depuis des soucis sécu, une réorientation un petit peu de nos programmes. Pour faire court, je regarde le timing comme ça, je vais respecter les 5 minutes. Le service, par exemple, Sûreté Sécurité chez Médecins du Monde, il existe depuis septembre 2016. En fait, il s'est décidé suite à… Donc, on a 30 pays à l'international aujourd'hui, également sur les programmes en France, et à des soucis sécuritaires. En fait, en gros, on se dit, quelles que soient les thématiques qu'on fait, en tant qu'humanitaire, il y a beaucoup plus d'exposition au risque à l'international, et des thématiques, notamment sur la SSR dans une zone, dans le Soum en tout cas, c'est une exposition supplémentaire. Et il est difficile en fait d'avoir une cohésion sur gérer un programme, faire plein de choses à côté et d'avoir une veille sécuritaire et mettre en place des formations, etc., etc. Donc Médecins du Monde a décidé, septembre 2016, en fait, de créer ce service. Donc on avait une personne auparavant, aujourd'hui on est 3 au siège. Et on a développé en fait des cordeaux sécurité régionaux. Donc, on a eu pendant un moment donné une personne sur le Sahel d'origine malienne qui était sur place. Et l'idée, c'était de nous permettre d'avoir une grille de lecture sur ce qu'on peut nous voir. Alors, je vais me focaliser sur le Soum, sur le nord du Burkina avec Djibo. Donc, beaucoup d'incidents qui se sont passés avec des acteurs santé, des kidnappings, enfin des enlèvements plutôt, des menaces à la radio, des centres de santé qui fermaient, ce genre de choses. Donc, très, très forcément alarmiste par rapport à ça, par rapport à nos équipes locales qui font des activités justement de la sensibilisation sur le planning familial, mais également sur les grossesses non désirées. Donc, la zone en soi était déjà compliquée, mais la thématique les exposait encore plus. Donc, moi, mon alerte à ce moment-là, c'était en décembre 2016, c'est de se dire j'ai besoin d'avoir une grille de lecture et de se dire qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça, quoi. Et donc, je me suis déplacé à Ouaga. Et mon collègue qui était sur place qui arrivait, donc tous les acteurs qui étaient dans le Nord sont descendus. Et c'était l'occasion de faire une petite analyse, en fait, des deux côtés sur ce qui se passait et sur nos vulnérabilités. Et où on s'est rendu compte, c'est de se dire, c'est d'avoir l'humilité de se dire en fonction des programmes qu'on peut vouloir faire, l'exposition elle est encore plus grande, en fait. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est ça que je voulais souligner, moi, par rapport à mon intervention, en tout cas aujourd'hui, c'est de se dire, l'intérêt, c'est d'avoir ces deux grilles de lecture. C'est qu'on a des acteurs locaux qui sont confrontés tous les jours à ces problématiques-là,
qui ont une analyse très fine de ce qui s'y passe. Le fait d'avoir eu aussi un corps de sécu régional sur place qui peut se déplacer dans ces zones, d'avoir cette grille de lecture. Et nous, au niveau de Paris, de se dire attention, c'est ça, nous on a ça avec les radios un petit peu à côté, c'est tel groupe, un tel, voilà ce qui se passe, des trucs qui partent un petit peu parfois dans tous les sens, et de se revoir et de réfléchir. Et donc moi, mon rôle prioritaire, c'est quoi? C'est de leur dire fais ceci, fais cela, pour schématiser. C'est pas vraiment ça, mais c'est un peu le schéma, faites attention à ceci, cela. Et je suis face à des gens qui ne m'attendent pas pour ce genre de choses. Parce qu'en fait, en gros, ces problématiques, ils se sont confrontés tout le temps. Et il y a de l'anticipation. Et on s'est rendu compte que la thématique qu'on abordait, on était reconnu par rapport à ça. Qu'on était connu, qu'on mettait le logo Médecins du Monde ou pas, s'il y avait un risque, en tout cas, ils avaient des capacités de le voir. Et on s'était mis d'accord, en tout cas à ce moment-là, sur dire la limite, elle est où? Pour se dire, pour éviter qu'il vous arrive quelque chose. Et en fait, les personnes sur place ont été une force de proposition par rapport à ça. Alors aujourd'hui, la limite, elle a été atteinte depuis le temps. C'est qu'aujourd'hui, on n'y est plus. Au niveau de au-delà des risques là-bas, en plus de la thématique abordée, se déplacer, c'est complètement impossible. En tout cas, la route Ouaga-Djibo n'était absolument pas sécure, des kidnappings, quel que soit le type de véhicule. Donc, là, c'était la limite. Mais il y a tout un process, une collaboration qui s'est fait entre le terrain et nous pour se dire, OK, voilà ma grille de lecture, ce que je lis, ce que j'en comprends, et qu'est-ce que les gens peuvent voir un petit peu sur place, et puis réadapter en fait nos projets par rapport à ça. C'est compliqué, c'est plein de nœuds dans la tête. Après, ce que j'apprécie dans l'exercice, c'est la complémentarité. C'est de se dire le fait de se déplacer et puis de se parler franchement, un peu la vision des choses de chacun, et réorienter les programmes. Donc, on a réorienté certains programmes, on s'est localisé à d'autres endroits, mais ils ne sont pas forcément, je dirais qu'ils sont moins dangereux. Mais malheureusement, sur le Burkina Faso, Aminata l'a bien dit avant, c'est que tout est chaud en fait sur le Burkina, malheureusement. Et de réadapter tout ça et de se donner des limites, en fait, justement, sur le type de programme, qui on envoie. Et voilà, en tout cas, pour résumer un petit peu ce qu'on fait, nous, j'en dis pas plus je vois qu'il y a des questions et puis je répondrai au fur et à mesure, mais on échangera sur ce sujet. Merci Jonathan. Donc effectivement, il y a des questions. Je vais relayer, je pense, celle qui va tous nous intéresser parce qu'on n'a pas encore parlé du Niger. Est-ce que, compte tenu de ton positionnement aussi sur ces questions de sécurité chez MDM, tu peux nous partager, toi, ton analyse de l'attentat qui a eu lieu contre les humanitaires d'Acted au Niger cet été, s'il te plaît? Ouais, donc je vois l'attentat d'août en Niger, que les humanitaires a été entraîné une révélation sécuritaire. Pour répondre à cette première question, la réévaluation sécuritaire, elle se fait tout le temps dans des contextes comme celui-ci. En fait, quand on travaille sur ce genre de contexte, on a ce qu'on appelle une analyse de risque. Alors, elle ne te protège pas de tout, mais elle te permet d'avoir une grille de lecture sur ce qui s'y passe et de se dire qu'est-ce qu'on fait, le qui fait quoi. Et comme je vous ai dit, la ligne rouge, c'est quand on arrive à ça, il faut arrêter, il faut se casser, quoi. Et en gros, les analyses sécuritaires, elles se font tout le temps, quel que soit le type d'incident. Ça peut être un vol, un braquage. C'est une association qui a été visée. Quel est le mandat de cette association? Est-ce qu'elle est étrangère? Quelle est la thématique qu'elle aborde? Donc, on voit par rapport à tout ça pour se réadapter. Par rapport au Niger, Acted, bien sûr que ça a été réévalué. Est-ce que les humanitaires sont des cibles privilégiées? Ça remet en cause des programmes en entier? Ouais, mais on l'a partout, en fait. On l'a depuis très, très longtemps. Je veux dire, c'est le Sahel, c'est le Moyen-Orient, c'est l'Irak, c'était la Syrie à un moment donné. C'est de se dire jusqu'où on va. En tout cas, il y a une approche qu'on a en tant qu'humanitaire que j'entends depuis tellement longtemps, encore justement avec les fameux PowerPoints que Anthony n'aime pas trop. Quand on parle, on a 3 approches en fait. Quand on parle de sécurité ou d'approche sur un programme humanitaire, on parle d'acceptance, protection et dissuasion. L'acceptance, ce n'est pas le bon mot pour moi. On parle d'acceptance, ce n'est pas parce que tu es gentil que tu seras protégé en fait. Et puis les populations, elles sont aussi visées. On parle d'intérêt commun. Il faut comprendre ton contexte, son histoire, les acteurs qui sont là-bas, ton taux d'acceptance vis-à-vis de ces populations, les gens que tu vas envoyer. On parle de profiling, le profil de personnes que tu vas envoyer, la nationalité, la couleur de peau, etc. etc. C'est réaliser tout ça. Est-ce qu'on est plus en danger qu'avant? C'est un gros débat. Moi, je pense que non. Par contre, on a besoin de réorienter nos programmes et notre façon de réfléchir. Notre approche qu'on a depuis des années, justement, encore avec ces histoires d'acceptance et autres. Il faut réévaluer tout ça, réévaluer les acteurs et avoir d'autres démarches, quoi. Et ça me remet en cause des programmes en entier. La difficulté, elle est là. En gros, mon rôle, c'est le garde-fou, c'est au niveau des gens qui font de l'opérationnel, c'est de leur dire… en gros, je dis ça clairement, en fait, par rapport à notre programme, avec le respect. J'adore Médecins du Monde depuis le temps que je suis ici. C'est la balance. Est-ce que tu sauves des vies? La balance entre les risques que tu vas prendre
ou que tu vas faire prendre et ton mandat, ce que tu fais derrière. Et à un moment, il faut faire un choix. Et le choix, il est difficile. Et je ne dirais pas qu'il y a de bons choix à la fin pour clôturer. Il faut un choix assumé. Et mon rôle à moi, c'est leur dire, OK, si tu pars là-bas, avec les moyens que tu as, voilà tes limites et voilà tes risques. Et après, c'est l'association qui doit décider. Mais ça, il faut l'avoir. Merci beaucoup, Jonathan. Je vais juste compléter avec une petite question parce que du coup, on a pas mal de participants qui sont issus d'associations locales qui travaillent donc dans ces pays et qui, eux, n'ont pas toujours les moyens d'avoir un niveau d'analyse sécu tel que peuvent le faire des grosses ONG. Selon toi, c'est quoi les quelques tips, en tout cas, ou les points d'attention que même des petites assos doivent avoir en tête pour justement un petit peu manager la sécurité, même si elles n'ont pas un dispositif tel que celui d'MDM, et même si de fait ce sont des locaux et donc notamment au Sahel, moins exposés en termes de notamment couleur de peau. Il y a deux choses. Alors, quels que soient les moyens Médecins du Monde, le fait qu'on soit beaucoup, Acted, ils sont niveau sécu, voilà, ils ont plein de guides, ils ont plein de, comme nous ici, hein, comme des gens qui sont dédiés, ça ne nous protégera pas plus. Ça, il faut avoir une humilité par rapport à ça. Ça donne plus de moyens, une analyse, etc., etc. Mais ce n'est pas ça qui fait qu'on sera plus protégé. Le fait d'avoir, je pourrais avoir 17 personnes au siège, ça ne nous protégera pas d'un incident. Par contre, voilà, c'est plein de choses qui vont être à côté, c'est un peu le garde-fou. Pour revenir par rapport à ça, l'avantage, entre guillemets, qu'a le Sahel, c'est qu'il y a des acteurs qui sont dédiés à ça. Donc, même en tant qu'ONG locale, il y a des liens. Hein. Enfin, le réseau, il se fait avec d'autres associations locales. On travaille avec des partenaires sur place. C'est de faire des liens avec eux et puis de discuter un petit peu. Quelle est ta grille de lecture par rapport à ça? Comment tu réagis? Et s'échanger au niveau des avis. Après, il y a des structures qui s'appellent INSO, qui sont notamment au Mali, qui sont au Niger, je pense. Non, qui ne sont pas au Niger, pardon. Qui sont, je ne crois pas en tout cas, qui sont en tout cas au Burkina Faso, qui font des analyses. Il faut demander en fait, si pour assister à ce genre de choses, il y a des formations qui se font sur Ouaga. Il faut les demander en fait. Et c'est tout à fait possible. Et dans un contexte comme celui-ci, moi, je l'encourage véritablement. Et ça, c'est tout à fait possible de communiquer. Et au pire, les personnes qui sont présentes, je trouve les contacts chez nous et puis on les donne. Et puis, j'aime bien échanger, d'avoir plusieurs grilles de lecture. Donc, c'est possible. Merci beaucoup, Jonathan. Merci à vous. Maintenant, je vais passer la parole à Pierre Salignon. Donc, Pierre est responsable de la division du partenariat avec les organisations de la société civile, j'allais dire ONG, mais ça a changé de nom, à l'Agence française de développement. Donc, je vais laisser Pierre prendre la parole et nous présenter un petit peu le point de vue institutionnel de l'AFD sur la situation au Sahel. Bonjour, vous m'entendez bien? On t'entend parfaitement, Pierre. Bon, d'accord. D'abord, je vais couper la vidéo. C'est juste pour dire bonjour à tout le monde et notamment à tous ceux que je connais. D'abord, merci pour l'invitation et bonjour à tous les collègues qui sont représentés. Je pense notamment à des partenaires de l'agence, le SIDAction, Solidarité SIDA, Soltis, le planning familial, Coalition Plus, MDM, et un certain nombre de représentants des associations de lutte contre le VIH qui sont en ligne, notamment Arcade, mais bien sûr bien d'autres. Et un petit message quand même pour leur dire qu'on espère avoir l'occasion de les revoir à l'avenir par-delà les contraintes de déplacement actuelles. Alors pour resituer l'agence, moi j'occupe un poste de responsable d'une division qui est en charge des partenariats avec les organisations de la société civile. Et je pilote en particulier pour le compte du ministère un dispositif de financement des organisations françaises et donc par effet domino des partenaires locaux qui mobilisent à ce jour de l'ordre de 100 millions d'euros par an. Beaucoup d'entre vous connaissez le dispositif. Donc, dans ce mécanisme de financement annualisé, on soutient la lutte contre le VIH, notamment par le renforcement de réseaux d'acteurs, leur capacité d'organisation, de gestion, de structuration, la protection des défenseurs des droits, dont de nombreux acteurs communautaires. Donc, on est en lien avec cet écosystème très de terrain, de société civile. Alors, je vais essayer de répondre un peu à la question suivante. C'est comment on soutient, comment soutenir les actions de solidarité et les appuis aux acteurs de la société civile dans cette région, le Sahel, qui est quand même secouée par des chocs multiples. Et en plus, désormais, vous l'avez souligné, confronté à des conséquences sécuritaires ou ne serait-ce qu'en matière de
libertés publiques, droits humains, capacité à la société civile de pouvoir agir sans être opprimée. Et comment, au niveau de l'agence, à travers des partenariats avec les acteurs de la lutte contre le VIH, on essaye d'y répondre. Bon, on sait que les défis sont multiples, les États souvent faillis, les acteurs de la lutte contre le VIH, par exemple, mais plus généralement, hein, les acteurs de la société civile, ils jouent un rôle central en matière d'accès aux services essentiels, dont la santé, de gouvernance ou de réaction aux chocs auxquels ces pays peuvent être confrontés. Et le travail réalisé, il est certes difficile, mais il est juste formidable, hein. Alors, quelques informations pour vous. Euh, à côté de l'initiative 5%, qui est pilotée par Expertise France, donc qui permet, en lien avec le Fonds mondial, de venir appuyer un certain nombre des acteurs sur la lutte contre le VIH, le dispositif en tant que je pilote finance de l'ordre de 22 millions d'euros de projets actuellement, correspondant à 12 projets, soit bon, une enveloppe, hein, pour les projets VIH qui tourne autour de 7-8%, mais qui est complémentaire en fin de compte de ce que fait Expertise France et ce qui se passe au niveau du Fonds mondial. Nous, on a des subventions moyennes par projet. Vous allez voir les organisations qui en bénéficient, hein, qui sont de l'ordre de 1,8 million d'euros, donc c'est quand même des montants assez importants. Elles sont portées, donc ils sont portés ces projets par 7 associations françaises reconnues, solides et assez bien connues de l'agence et qui elles-mêmes jouent un rôle de redistribution vis-à-vis des acteurs et des associations locales. Je pense aussi d'Action, à Médecins du Monde, Coalition Plus, Aide, Solidarité Sida, Soltis ou le mouvement français du planning familial. Les pays d'intervention sont majoritairement sur le continent africain. Les associations accompagnées sont des partenaires de qualité, les plus structurés le plus souvent, hein, de la société civile au niveau national et régional, et ils sont porteurs d'un dialogue avec les autorités dépassant le seul VIH. Vous l'avez dit tout à l'heure, mais entre la santé mentale et violences basées sur le genre, les enjeux d'assurance santé, d'infections opportunistes et j'en passe, ou la tuberculose, la SSR. Voilà, il y a tout un maillage d'actions sur le domaine de la santé. Ils sont aussi porteurs souvent d'innovations qu'on est amené à accompagner autour de la recherche, l'adaptation des prises en charge, l'autonomie des patients. Sujet, hein, en période sécuritaire, mais qui a toujours été un sujet dans le champ du VIH. Plaidoyer aussi et défense des droits de l'homme, participation des bénéficiaires de la gouvernance sanitaire ou le genre. Le dialogue avec l'AFD, bon, il est sur les projets, il est aussi sur des enjeux sécuritaires ou de limitation des risques de corruption, financement du terrorisme. Mais de façon générale, ce qu'on constate dans les partenariats que je vous ai cités, c'est que les associations partenaires sont connues, reconnues, très appréciées, et que pour nous, mais aussi pour les ambassades, on rencontre peu de difficultés dans les émissions d'avis d'opportunité favorables aux financements qui sont sollicités. Les rétrocessions, c'est un élément important, hein, aux partenaires sur les projets VIH sont très importantes, hein, que ce soit l'appel à projet international du SIDAction, le transfert de fonds au travers de la plateforme Coalition Plus. Pour les plus importants, ça va jusqu'à 60% des budgets que nous allouons aux organisations françaises. Les projets appuient de façon conséquente la gouvernance, je le dis, la structuration des partenaires et des réseaux locaux. Voilà, bon, il s'agit à la fois d'améliorer l'efficacité de l'utilisation des fonds des projets, mais aussi d'accroître les capacités en lien avec les actions du Fonds mondial et d'une certaine manière d'appuyer les systèmes de santé dans des endroits où bien souvent les moyens locaux sont réduits. La société civile française appuie de plus en plus des réseaux d'ONG, hein, qui échangent des pratiques, notamment sur les aspects médicaux, sécuritaires, et qui s'appuient face à des situations de crise. Je pense au Covid, hein, il y a eu des mises à disposition de personnel, les transferts de fonds, de stocks, autour des réseaux dont je vous ai parlé, et ça a été peu véhiculé, mais c'est un élément de la réponse à une période où automatiquement la situation d'urgence nécessitait des adaptations. Et puis il y a des échanges bien sûr réguliers, bon, je pense à la plateforme ELSA, mais aussi du collectif Santé mondiale, avec des appuis qui font l'objet d'une importante coordination, articulation. Les partenaires locaux appuyés sont plus de 80. J'ai
quasiment terminé. Les programmes cofinancés par nous, par l'initiative expertise, dont 5% d'Expertise France, proposent aussi des volets d'appui à la prise en charge décentralisée en antenne, hors des capitales, souvent où les questions sécuritaires, de stockage, RH ou de référence sont aiguës. Les programmes appuyés mettent en œuvre d'importants volets d'appui à la gestion des stocks, en antenne, en capitale, en lien avec les autorités nationales sanitaires ou les centrales d'achat. Les projets financent souvent une part de stock tampon. C'est notamment, ils ont pu être abondés au début, depuis le début de la crise de la Covid-19. C'est des projets, de façon générale, qui ont prouvé leur agilité, d'autant plus dans la période actuelle. La gouvernance est souvent structurée, leur force de frappe en réseau est extrêmement importante. Les approches communautaires permettent un accès, je dirais, aux malades, aux communautés, aux patients très, très, très efficace, et qui s'est traduit par d'importants avenants depuis la crise Covid pour permettre de la réallocation de fonds rétrocédés. Et pour terminer, juste pour vous annoncer que l'AFD vient d'octroyer un nouveau financement aussi d'action avant-hier, à travers une convention de partenariat pluriannuel sur 4 ans, donc qui vise notamment à soutenir les associations du réseau que l'ONG soutient en Afrique. Donc c'est un premier contrat de 3,5 millions d'euros. Tout ça pour souligner qu'il est au cœur un peu de la relation partenariale avec les acteurs de la société civile. Ces dynamiques de réseaux complémentaires, certes portées, parce que c'est la manière dont les choses sont organisées, par des organisations implantées en France, d'obédience française, mais très, très en lien et en appui aux acteurs de la société civile des pays concernés. Voilà, j'ai terminé. Merci beaucoup, Pierre. Du coup, je vais te partager donc une question de Birba qui nous demande, dans la protection des défenses des droits, comment cela est fait, quelles sont les mesures ou actions déployées pour protéger les acteurs communautaires dans le cadre de leur engagement auprès des cibles. Très simplement, ceux qui sont ici autour de la table, j'allais dire, mais un certain nombre d'acteurs sont engagés dans des actions de défense, des acteurs à la fois communautaires, des défenseurs des droits. Donc, on mobilise des ressources, des financements, tout simplement, au travers d'un certain nombre d'ONG pour permettre le travail autour des défenseurs des droits et donc l'accompagnement dont ils ont besoin en fonction de situations dans les pays qui sont difficiles, et alors notamment quand on parle de lutte contre le VIH. Je pense aux collègues d'Arcade en particulier, mais il y en a bien d'autres. On voit bien que la question des libertés publiques, de la revendication des droits, du dialogue avec les États est parfois très, très difficile, que ça nécessite des plaidoyers importants, continus, un dialogue avec les autorités publiques, et que quand il est porté par les acteurs communautaires, je le dirais comme ça, c'est à la fois normal et à la fois c'est très puissant dans la manière de rappeler des évolutions de société qui, pour peut-être vues d'ici, peuvent paraître déjà acquises, bien que, mais qui sont là-bas, par contre, beaucoup plus en danger, et notamment dans une période où les éléments sécuritaires reprennent le pas. Merci beaucoup, Pierre. Et donc, je te partage une question d'Anthony. À quel stock faites-vous allusion? Donc, je pense que c'est quand tu parlais de la mutualisation de stocks entre associations, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Voilà. C'est ça, tout simplement. Ouais, c'est des stocks médicaux ou d'autres matériels. Oui, et qui ont été faits notamment dans le cadre du Covid, je pense, où il y a eu pas mal de collaborations. Ouais. De Coalition Plus et d'autres acteurs sur le fait de pouvoir adapter les financements qui étaient en cours pour à la fois continuer les activités dans le champ du VIH, mais aussi pour prendre en considération les nouveaux besoins générés par la crise actuelle. Ok, merci beaucoup. Alors, il y a une autre question qui est est-ce que tu peux préciser la présence de l'AFD sur le terrain, notamment dans ces pays, enfin, en l'occurrence Niger, Burkina, Mali? Elle est très forte. Pratiquement tous les pays
voit la présence d'une agence de l'Agence française de développement. Il y a aussi des directions régionales, hein, notamment une qui est implantée dans la zone Sahel au Burkina Faso. Tout ça se fait en lien, bien sûr, avec les réseaux diplomatiques français, les ambassades. Mais c'est bon, là, je vous parle en plus d'un segment d'action de l'agence. L'agence, ça reste un acteur qui finance le développement, donc il y a différents outils pour agir. Ce domaine autour des organisations se fait en subvention. Il y a d'autres modes d'intervention en garantie, en prêt, qui font une grosse partie de l'activité de l'agence dans ces régions. Ok, merci beaucoup Pierre pour ton intervention. Comme je vous le disais tout à l'heure, on a un tout petit peu de temps avant de passer la parole à Adamou qui va conclure cette réunion. Du coup, je vous proposais si vous aviez quelques questions complémentaires à poser. Il y en a notamment une, je pense, pour Bintou. Concernant la question de la mise en relation des patients dépistés dans la communauté avec les sites de prise en charge sanitaire, donc en l'occurrence avec les formations sanitaires, comment se passe le lien entre le dépistage communautaire, comment ensuite le patient est orienté vers le centre de santé. Est-ce que Bintou, tu es toujours là et tu peux répondre? Oui, tu es là, on t'entend parfaitement, je te laisse la parole. Merci. Le dépistage dans la communauté est utile lorsque le lien aux soins est réalisé. Et le lien aux soins est fait par la référence accompagnée. C'est-à-dire que l'agent communautaire qui fait le dépistage, c'est cet agent communautaire-là qui finalement réfère le patient de façon accompagnée sur le site pour qu'on puisse l'initier au traitement antirétroviral. Tout l'enjeu du dépistage dans la communauté, c'est effectivement celui-là. Parce que l'intérêt, c'est de pouvoir lier aux soins. Et souvent, quand le patient est laissé à lui-même, la personne nouvellement dépistée peut ne pas partir au site. C'est pourquoi nous pensons qu'il faut faire une référence accompagnée. Le patient peut transporter l'autre au niveau du site. L'animateur transporte le patient au niveau du site puisqu'il a une petite moto. Donc, c'est plus facile comme ça. Ok, merci beaucoup Bintou. Oui, il y a une question de Birba pour Pierre. Dans les actions sur le terrain, il se pose souvent un problème de coordination entre les acteurs, ONG intervenants. Est-ce que l'AFD a eu à rencontrer un problème de coordination avec d'autres partenaires internationaux? Je sais, Jim. Non, j'entends. Hein. Oui, j'ai c'est bien bon. entendu. Ok. Je pense que la coordination, c'est un enjeu central. C'est une difficulté, alors notamment en période d'urgence. Je dirais sur les acteurs du développement, ils ont peut-être plus l'habitude de dialoguer parce que le temps d'intervention est un temps long qui nécessite un dialogue au niveau de l'État, c'est-à-dire l'interlocuteur avec lequel on interagit avant tout à l'agence, c'est l'État et ses ministères et ses différentes représentations. Là, dans le segment autour des organisations de la société civile, tout l'exercice est à la fois d'être dans ce lien direct avec vous, pour le faire vite, tout en s'assurant que le dialogue de politique publique se poursuive. C'est pas toujours simple parce que on voit bien que dépendamment des États et de leurs capacités, le dialogue de politique publique, il peut être plus ou moins facilité, plus ou moins possible, plus ou moins efficace. Il suffit de voir l'action d'Arcade, par exemple au Mali, sur le nombre de personnes prises en charge pour le VIH, donc par une association hein, de personnes vivant avec le VIH. On se demande potentiellement où est l'État. Donc la coordination est un sujet difficile. Je pense qu'en situation d'urgence, il y a un phénomène, on va dire, de repoussoir, c'est-à-dire, les organisations souvent de l'urgence, vont droit au but pour le faire vite, sur le mode, intervention, rapide. Je pense que ça ne peut pas excuser, l'absence de dialogue avec l'État. Hein, voilà, on n'intervient jamais de manière, détachée des réalités locales, et là, nos acteurs et nos collègues, nationaux ont un rôle central à jouer. Donc il y a un certain nombre, hein, de réseaux, structurés, constructions d'ailleurs, hein, qu'on appuie, hein, dans le champ du VIH, mais pas uniquement, qui jouent ce rôle-là, et qui, amènent d'une certaine manière à une prise en considération,
des besoins locaux, de la place des bénéficiaires dans les prises en charge, ce que disaient très bien nos collègues tout à l'heure. Merci beaucoup, Pierre. Écoutez, comme il n'y a plus de questions, je vais passer la parole à Amadou Abdou, qui est donc le directeur exécutif de l'association MVS, donc Mieux vivre avec le sida au Niger, puisque évidemment, on ne peut pas parler du Sahel sans donner la parole au Niger. Donc, on te laisse la parole pour synthétiser ces échanges. Merci beaucoup. Bien, merci. Et je précise, c'est Abdou Adamou. Je vois qu'on a dit Amadou. Oui, excuse-moi Adamou, j'ai écorché ton prénom. Toutes mes excuses. Voilà. Donc je me suis dit, vraiment, on a fait le tour, mais avant de faire la synthèse, j'aimerais aussi un peu parler du cas du Niger. Un peu, on avait parlé du Sahel. On ne peut pas parler du Sahel sans évoquer justement le Niger, et qui fait partie donc de cette zone d'insécurité des trois frontières, Mali, Burkina et le Niger. Donc, comme avec les autres pays aussi, on est confronté à ce problème d'insécurité, surtout avec des enlèvements de personnes, avec des assassinats macabres. Le cas le plus récent, vraiment, c'était ce qui s'est passé le 9 août à Kouré, à 60 km donc, de la capitale, qui a vu le décès donc, de 8 personnes, dont 6 Français et 2 Nigériens. Donc, vraiment, c'est d'insécurité liée à Boko Haram, liée au groupe djihadiste et tout naturellement d'autres bandits armés. Donc, et ça a joué aussi sur nos activités. Nous intervenons avec le Burkina, donc il y a des activités qui n'ont pas pu avoir lieu. Et comme les autres pays, on s'est adapté en transférant, par exemple, certaines activités vers des zones qui sont moins à risque. Donc, voilà ce que je peux dire pour ce qui est de l'insécurité avant de venir un peu faire la synthèse donc, de cette réunion pays de la plate organisée par la plateforme ELSA. Je me dis, je regroupe ça en deux grandes parties. La première, c'est vraiment la présentation donc, du Sahel, effectuée par Anthony Bélanger. Et là, au niveau du Sahel, il nous a vraiment donné droit à une présentation géographique du Sahel, qui est une bande donc, vraiment large qui traverse l'Afrique d'Est en ouest. Et cette zone aussi, il faut la voir comme vraiment, non pas comme une barrière, mais une zone vraiment de passage. Il y a aussi l'aspect historique. Contrairement à certaines pensées pour dire que le Sahel n'est pas rentré dans l'histoire, il a montré clairement avec des cas concrets comme l'Empire du Mali avec Kanka Moussa. Donc vraiment, le Sahel vraiment est rentré dans l'histoire. Le cas de Tombouctou a fasciné le monde, comme il l'a dit, avec les richesses d'or. Donc, il a parlé aussi du contexte géopolitique. Et là, on constate, c'est une réalité au Niger, on le vit, que le Sahel est vraiment concerné et ouvert à toutes les puissances extérieures du monde. Et à cause de plusieurs enjeux, les enjeux économiques, bien entendu, il y a le pétrole, l'uranium, on n'a pas évoqué ça, mais plusieurs ressources. Il y a les enjeux de prestige, il a évoqué le cas de la France, et aussi l'influence à venir de la France à partir donc de l'enjeu de prestige. Et il y a aussi la Russie qui cherche donc à retrouver une place perdue, plus l'Arabie Saoudite. Là, c'est surtout des enjeux religieux, compte tenu du fait que les pays du Sahel, les trois pays dont on a parlé, sont majoritairement des pays musulmans. Et la population, il a parlé aussi de la population qui se multiplie de manière exponentielle. Entre 1950 et 2050, la population s'est multipliée par 12, voire 13. Et cette région est caractérisée aussi par sa jeunesse, qui est un atout pour un changement. Donc, et il y a la pauvreté aussi. Donc, au Sahel, c'est moins de $1 000 par habitant et par
et par an. Donc voilà pour ce qui est de la présentation du Sahel. Donc l'autre bloc, c'est vraiment les présentations des autres participants. Et je vois qu'à travers les présentations, donc, les différentes structures ont été présentées. Les zones d'intervention de chaque, je prends le cas il y a des structures comme Arcade qui interviennent donc en Arcade Santé plus qui interviennent sur le VIH, des structures qui interviennent aussi sur au niveau de la, quand je prends Maï, c'est pas spécifiquement le VIH, mais c'est la SR en priorité, plus la promotion notamment de la jeune fille et des femmes. Les présentations, quand je prends Jonathan, donc là, avec Médecins Frontières, Médecins au Sahel, excusez-moi. Donc là aussi, il a présenté leur domaine d'intervention, mais plus AFD aussi, les domaines d'intervention au niveau les domaines dans lesquels ils interviennent. Et en matière quand je prends les structures comme Arcade, comme Maï, là, et Médecins du Monde, au général, il y a le problème d'insécurité qui a vraiment touché profondément les activités quotidiennes et de plus en plus, il y a une psychose qui se crée au sein de la population. Il y a des enlèvements de véhicules qui se font. Donc, l'insécurité est tellement grandissante que ça anéantit vraiment, ça impacte négativement la conduite des activités au niveau de ces différentes régions. Et dans l'ensemble, comme adaptation, vraiment la solution qui a été développée, quand il y a beaucoup de similitudes, c'est le développement de l'approche communautaire, vraiment comment impliquer les acteurs locaux dans maintenant la mise en œuvre des activités, la conduite des activités. Il s'agit, quand je prends Arcade, la formation des communautaires autour des trois objectifs pour le dépistage et la mise sous ARV, plus la charge virale. On voit que vraiment ce sont les structures communautaires qui ont été beaucoup plus impliquées. Il y en est de même que la structure Maï. Je m'excuse un peu de la prononciation. Donc, voilà ce que j'ai vraiment j'ai retenu très brièvement autour des présentations. Donc, et je termine sur celui de, comment on l'appelle, l'AFD. Donc, là, c'est beaucoup plus leur mécanisme. Je vais juste te demander de conclure un peu plus rapidement, Adamou, je suis désolée. Voilà, donc encore une minute. Je pense que je suis à la fin. Oui, c'est le mécanisme de financement des structures françaises qui financent aussi des structures des autres pays et majoritairement des pays africains. Et la bonne nouvelle, il informe qu'il y a vraiment un financement que Site d'Action vient d'avoir de l'AFD sur une période de 3 ans, donc au bénéfice des structures, surtout de la société civile, dans le cadre de la santé et particulièrement donc du VIH. Donc vraiment, voilà très brièvement ce que j'ai retenu comme condensé des différentes présentations effectuées. Je vous remercie. Merci beaucoup, Adamou. Du coup, on arrive au terme de cette réunion consacrée au Sahel. On est très content que vous soyez aussi nombreux à l'avoir suivi. Vous êtes plus d'une 50aine à être présents. Il semblerait qu'on ait eu des pics à 70, voire au-delà. Je ne sais pas, à vérifier. On n'a pas les derniers chiffres sondages ne sont pas tombés. Mais en tout cas, c'était un échange vraiment intéressant. Ça a permis de comprendre comment on arrivait à travailler dans cette zone particulièrement complexe et
et comment les associations qui sont soutenues notamment par certains des membres de la plateforme ELSA continuent à travailler dans ces zones malgré les difficultés sécuritaires. Merci aux intervenants pour votre disponibilité et merci à Laïla et à Mélanie pour l'organisation de cette réunion qui leur a donné pas mal de sueur pour arriver à tout organiser, y compris la technique. Et puis, on espère à très bientôt pour une prochaine réunion. Bon après-midi à tous. Merci à tous.